Bonjour, aujourd'hui je vais vous résumer le livre La Condition noire de l'auteur Papa Ndiaye. On va commencer par une rapide description des caractéristiques de la population noire de France. Je suis la conséquence de l'empire colonial, une victime des vols légaux. Ils ont tué l'Afrique, coupé ses vivres, et tu te demandes qu'est-ce que je fous là. On m'a dit que les colons n'avaient pas prédit ça, qu'ils seraient les premiers partisans du métissage. Il faut savoir qu'en France, entre 3 et 8% de la population peut être considérée comme noire. C'est une population qui est présente dans les dom-toms, mais aussi en métropole. Justement, en métropole, la population noire combine les caractéristiques démographiques d'une population de migrants, c'est-à-dire qu'elle est plus jeune et plus masculine que la population globale. En France, 67% des Noirs sont ouvriers, employés ou personnels de service, contre seulement 50% dans la population totale. Le chômage est également plus fort, d'environ 10 points. Enfin, 60% des Noirs de métropole vivent en Île-de-France. Avant la Seconde Guerre mondiale, c'était principalement les élites des pays africains qui venaient en France. Ils y venaient pour étudier, puis ils repartaient dans leur pays, occuper des postes importants. C'est notamment le cas de Aimé Césaire ou de César Senghor. En revanche, après la Seconde Guerre mondiale, ça a été une autre population, beaucoup plus nombreuse et beaucoup plus pauvre, qui a émigré en France. Les Noirs en France sont principalement originaires de deux espaces, les dom-toms et l'Afrique. Pour les Domiens, ils ont commencé à émigrer en France à partir des années 60 massivement. En fait, quand l'État a mis en place une structure qui plaçait les Domiens dans les firmes et les administrations qui en faisaient la demande. En fait, on recrutait de la main-d'œuvre, on en importait. Près de la moitié travaillaient dans le secteur public, en fait dans des emplois d'administration ou dans le paramédical. Ils étaient ainsi largement surreprésentés dans les hôpitaux publics, dans la poste et dans les catégories C et D de l'administration. Cela correspondait en fait aux emplois de service du public qui étaient moins bien rémunérés que les emplois de service du secteur privé qui étaient alors en plein boom et occupés par les travailleurs blancs. Ce sont des personnes qui bien souvent se sont accommodées de ces petits postes, ont attendu la retraite, travaillé 40 ans et sont retournés la couler sur leur île, au soleil, paisiblement. En revanche, leurs enfants ont grandi en métropole et eux, ils y sont restés. C'est une catégorie qui a un taux de chômage très proche de celui d'une population émigrée en France, c'est-à-dire d'étrangers, de personnes qui n'ont pas la nationalité. Et c'est la preuve que face aux discriminations, la nationalité seule ne suffit pas. Le deuxième foyer d'émigration noire en France, c'est l'Afrique, et notamment des pays comme le Mali, le Sénégal, qui après la guerre et après la décolonisation ont passé avec la France des accords d'émigration de travailleurs non qualifiés pour répondre aux besoins de l'industrie alors en pleine reconstruction. Cette main-d'œuvre non qualifiée, on l'appelle d'ailleurs assez ironiquement ouvriers spécialisés, et il y avait 4 catégories d'ouvriers spécialisés qui se répartissaient en fait selon un principe raciste. Les OS1, tout en bas de l'échelle, étaient noirs, au-dessus il y avait les OS2, arabes, les OS3, issus des anciennes vagues de migration, donc les Portugais, les Italiens, et les OS4 qui étaient des blancs français. Jusqu'en 1974, il avait une rotation migratoire. En fait, un individu venait, travaillait quelques années à un poste, puis retournait dans son pays, et c'était son cousin, son neveu qui venait le remplacer pour le même poste. L'important en fait était que l'argent continue à arriver au village et à la famille. Mais en 1974, il y a eu 2 facteurs qui ont mis fin à ce système. D'abord, il y a eu une énorme sécheresse en Afrique noire, et deuxièmement, il y a eu une loi en France qui visait à limiter l'arrivée de nouveaux migrants. Ce qui fait que les migrants qui étaient déjà installés, déjà en France, ont eu tendance à rester plus longtemps. Ils sont donc restés sur place, ont continué à occuper leur poste, ne sont pas retournés au pays, et au contraire, il y a eu une politique de regroupement familial qui fait que leurs familles sont arrivées et leurs enfants ont pris la nationalité française. Avec la machinisation de l'industrie qui a eu lieu dans les décennies suivantes, cette population a été très durement frappée par le chômage, et ils se sont tournés notamment vers des emplois de nuit comme la manutention, le travail d'éboueur, de nettoyage, de taxi, de gardien de nuit. Là déjà, on a pu voir que la population noire en France n'est pas homogène. Il y a une première ligne de fracture entre les Domiens d'un côté et les Africains de l'autre. Les Domiens ont la nationalité française, les Africains ne l'ont pas. Les Domiens travaillaient dans l'administration comme employés, les Africains comme ouvriers dans l'industrie. Et bien que tous subissent la même assignation d'identité noire, l'auteur explique que, par exemple, les Domiens n'aiment pas être confondus avec les Africains et cherchent à se démarquer d'eux. Eux sont français depuis des siècles, et certains Domiens considèrent même que la mauvaise réputation des Noirs en France est de la faute des Africains. Les migrants africains recourent eux aussi à l'histoire pour justifier le bien fondé de leur nationalité française, notamment au combat des soldats africains pendant les 2 guerres mondiales pour la France,
et au mauvais traitement qui leur a été fait ensuite, notamment l'histoire des tirailleurs, du gel de leur pension et de la répression sanglante qui en a suivi. C'est un argument qui revient assez souvent. Les deux groupes s'appuient donc sur une histoire commune avec la France pour justifier le bien fondé de leur nationalité qui est souvent remis en question. Enfin, concernant cette question de la nationalité française, il faut savoir que la méthode actuelle de régularisation et d'obtention de la nationalité française est assez problématique. En effet, il est impossible de savoir à l'avance si sa demande sera acceptée ou refusée, car il y a une grande place qui est laissée à l'arbitraire administratif. En effet, ce ne sont pas des critères précis définis par la loi qui sont appliqués, mais des critères très flous qui laissent une grande place à l'interprétation, notamment sur des questions comme la bonne maîtrise de la langue française. Ce qui fait que les employés d'administration qui sont chargés de ce travail peuvent, s'ils le souhaitent ou s'ils y sont forcés, obéir à des pressions politiques visant à réduire de manière arbitraire le nombre de demandes acceptées. Maintenant qu'on a vu les caractéristiques historiques et démographiques de la population noire en France, on va s'intéresser un peu à la question de l'identité noire, c'est-à-dire à la manière dont est vécu par ces gens le fait d'être noir en France, la façon dont ils se définissent et sont définis par les autres. Noir comme ma maman, noir comme mon papa, noir comme mes sœurs, noir comme mes frères, que la race humaine me respecte. C'est dur pour un noir en France pour me croire, il faut le vivre. Fuck les politiques, les médias nous méprisent, ils disent que je me victimise. Ce qu'explique Pape Ndiaye, c'est que les Noirs de France sont d'autant plus attachés à leur identité française et la revendiquent d'autant plus que celle-ci est constamment remise en question dans leur vie de tous les jours, des fois par des propos xénophobes et racistes, mais aussi par des pratiques comme le contrôle au faciès, comme des questions a priori anodines. Toi, t'es d'où ? Je viens d'Amiens. Non, mais je veux dire, tu es d'où en Afrique ? Et des manières de penser qui sont comme par exemple les considérer savants sur l'Afrique en général seulement parce qu'ils sont noirs. C'est des choses qui sont vécues quotidiennement et qui en fait remettent en question leur identité française et les poussent à se battre davantage encore pour celle-ci. À cette identité française, première, ils ajoutent parfois une seconde nationalité, si la situation le permet. Ça donne des franco-sénégalais, des franco-gabonais. Puis, il existe une troisième identité qui est l'ethnie, mais qui elle ne sera exprimée vraiment que si une confiance est établie avec l'interlocuteur et si celui-ci dispose des références nécessaires. Concernant la couleur de peau, il y a 3 types d'identification possibles pour les Noirs, 3 types de comportements et de vision de soi. La première, c'est le fait de se revendiquer comme noir, le fait d'être fier d'être noir, de considérer qu'on appartient à une immense communauté avec lesquelles on a des liens avec les Noirs de tous les pays, notamment par exemple ceux des États-Unis d'Amérique, et on se sent proche de leur culture. D'autres se définissent comme métis et associent ça à un discours très positif sur le métissage. Ils se projettent comme l'avant-garde d'un futur où tout le monde serait métissé. Une minorité, enfin, refuse l'assignation mélanique, refuse de considérer la couleur de peau comme un critère valable de classement des êtres humains. Ils tiennent un discours très universaliste où nous sommes tous frères, quelle que soit notre couleur de peau. Donc on vient de le voir, il y a plusieurs façons de vivre le fait d'être noir. Certains se considèrent comme noirs et le revendiquent, d'autres se voient plus comme métis, et d'autres enfin refusent de se classer en fonction de ce critère. Mais dans la vie de tous les jours, tous sont considérés comme noirs. En fait, il existe un décalage très fort entre l'identité choisie et l'identité assignée. Ce décalage, on peut le comprendre à travers les travaux de Tommy Shelby. C'est une personne qui a théorisé l'existence de 2 types d'identité, l'identité fine et l'identité épaisse. Une identité épaisse, ça serait une identité qui serait basée sur une culture, sur une histoire, sur des pratiques partagées, sur une langue. Par exemple, on peut penser à l'identité cubaine, ou l'identité basque, ou l'identité WASP, White Anglo-Saxon Protestant. En revanche, l'identité fine délimite un groupe qui n'a de commun que l'expérience d'une même identité prescrite et des stéréotypes qui y sont attachés. Ça peut être par exemple les femmes, les noirs, les arabes, les juifs. Ainsi, on peut dire que sont noirs toutes les personnes qui sont considérées comme telles par le reste de la société. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'identité épaisse noire. Il n'y a pas de peuple noir ou de culture commune à tous les noirs. Même aux États-Unis, il n'y a pas de peuple noir, notamment du fait d'une immigration massive récente. En effet, il y a plus de noirs qui arrivent chaque année aux États-Unis qu'à n'importe quel moment de son histoire. Et en France, ce peuple noir n'existe pas plus. On a vu la différence entre les Domiens d'un côté, les Africains de l'autre, mais à l'intérieur même des Africains, il y a des différences entre les Africains originaires de différents pays, différents espaces géographiques, et à l'intérieur même des Africains originaires d'un même espace géographique, il y a des différences entre les ethnies.
Il n'y a donc pas d'identité épaisse noire, et s'il existe une minorité noire, il faut bien comprendre que ce n'est pas par choix, mais bien par assignation identitaire. Les personnes interrogées par l'auteur d'ailleurs n'aiment pas ce terme de minorité. Ils trouvent que justement ça les minore, ça diminue leur valeur, leur importance. L'auteur préfère donc parler de personnes minorées, c'est-à-dire de personnes subissant un processus social de minoration de par leur appartenance supposée à un groupe stigmatisé. Vous commencez à vous en douter, la seule distinction noir-blanc n'est pas du tout suffisante pour rendre compte de toutes les hiérarchies sociales, toute la violence produite par le concept de race. Pour ça, il faut recourir au concept de colorisme. Le colorisme, pour vraiment simplifier, c'est un peu le racisme des noirs entre eux. C'est là où les blancs ne voient qu'un seul groupe homogène, les noirs. Les blancs, eux, voient une multitude de petites différences de classement, de hiérarchie, de violence qui sont faites selon des principes racistes. Au fond de ma rue, un noir tue un autre noir. Bronze. Papa, il a eu le temps de rien voir. Aux États-Unis, par exemple, l'élite et la bourgeoisie noire a globalement la peau plus claire que les noirs des ghettos. Et en creusant un peu, on s'est aperçu que ces personnes, cette élite, descendaient de noirs qui étaient libres avant même la guerre de sécession. Historiquement, les esclavagistes américains, qui poussaient les principes racistes à leur paroxysme, avaient tendance à mettre les esclaves à la peau plus sombre à travailler dehors, dans les champs, et les esclaves à la peau plus claire à travailler à l'intérieur, dans les maisons. Et puisqu'ils violaient assez régulièrement leurs esclaves de maison, on est arrivé à une situation où une partie du personnel esclave de maison étaient en fait des enfants illégitimes des maîtres. Ils avaient donc la peau plus claire. Cela permettait même aux plus clairs d'entre eux de pouvoir s'enfuir sans passer justement aux yeux de tous pour un esclave en fuite. D'autres pouvaient, grâce au travail de maison, réunir assez d'argent pour racheter leur propre liberté à leur maître, maître qui était assez souvent au passage un parent à eux, ce qui facilitait quand même la démarche. Enfin, les esclavagistes avaient davantage tendance à investir dans ces esclaves, c'est-à-dire à bien les traiter, à bien les nourrir, mais aussi à leur apprendre à lire et à écrire, à compter, peut-être même du droit, ce qui leur a permis, une fois libérés, d'atteindre assez rapidement un certain statut social. Cette couleur de peau plus claire a ensuite pu être protégée par des stratégies de mariage endogamique. En fait, la bourgeoisie noire métissée, en se mariant entre elles, a pu conserver ce capital mélanique et se mettre ainsi à l'abri de certaines discriminations qui ne touchent que les noirs à la peau la plus foncée. Autre exemple, dans les Caraïbes, les métis libres constituaient une classe d'artisans assez prospère, intermédiaire entre les esclaves noirs et les propriétaires blancs. Les maîtres voyaient en fait en eux un moyen de se protéger des esclaves grâce à une alliance hommes libres contre esclaves plutôt que noirs contre blancs. On constate des différences dans le racisme et les discriminations que subissent les noirs en fonction de l'intensité de leur couleur de peau. On savait déjà par exemple que les noirs américains subissaient des peines plus lourdes que les blancs pour les mêmes crimes, notamment en ce qui concerne la peine de mort. On a appris en 2011, grâce à une étude, que les femmes noires à la peau plus claire subissaient des peines en moyenne 12% moins longues pour le même crime que des femmes noires à la peau plus foncée. On va continuer avec quelques autres exemples de colorisme pour bien en identifier les mécanismes. Par exemple, aux États-Unis, l'immense majorité des stars noires qui passent dans les médias ont la peau plus claire qu'un sac en papier carton et sont ensuite éclaircies par retouche. Pire, lorsqu'un biopic doit être tourné à propos d'un personnage noir à la peau sombre, celui-ci est systématiquement joué par un acteur à la peau plus claire. Par ailleurs, on observe que les hommes noirs qui réussissent, qui ont du succès, épousent de manière très importante des femmes à la peau plus claire qu'eux. C'est aussi un phénomène qu'on retrouve dans les médias du Maghreb ou dans les pays asiatiques. Les personnes qui passent à la télé ont la peau plus blanche que le reste de la population et ça pousse notamment les femmes de ces pays à vouloir s'éclaircir la peau parce que c'est synonyme de beauté et de succès. Autre exemple, pour les Antillais, le noir, c'est l'Africain. C'est uniquement en arrivant en France qu'ils se rendent compte que dans les yeux du blanc, eux aussi sont noirs. En effet, dans les Caraïbes, la hiérarchisation des couleurs de peau est bien plus fine, bien plus détaillée. Par exemple, les gens sont capables de donner leur pourcentage de sang blanc, de sang noir, avec des termes comme carteron ou mulâtre. L'auteur explique qu'en Guadeloupe, au sein d'une même fratrie, non seulement les parents donnent des surnoms différents à leurs enfants selon leur intensité
de couleur de peau, mais les traitent aussi différemment. Par exemple, ils vont davantage investir dans les études et l'éducation d'un enfant qui aura la peau plus claire, tandis qu'ils vont très rapidement tourner un enfant à la peau plus sombre vers des travaux manuels, du jardinage, du bricolage. Cela peut paraître horrible et raciste, mais en fait ça relève d'une stratégie qui peut être efficace si l'on considère que de toute façon, le marché de l'éducation est fermé pour les personnes à la peau trop foncée. Il est alors optimal de leur enseigner très tôt tout ce qui leur sera nécessaire pour être débrouillard et toujours s'en sortir. En France, ces phénomènes de colorisme existent aussi. Des études ont montré que les Noirs se déclarent plus souvent discriminés que les métis. Ils ont également moins de diplômes, moins de revenus et sont moins souvent propriétaires de leur logement. Les personnes interrogées par l'auteur disent toutes qu'elles ne font pas de colorisme. En revanche, elles disent toutes qu'elles connaissent d'autres Noirs qui en font, et certaines reconnaissent même le subir. Beaucoup reconnaissent qu'il est plus facile d'être noir à la peau plus claire, ce qui explique notamment le recours massif à des produits éclaircissants, tout spécialement chez les femmes. Cependant, ils ne voudraient pas être blancs et sont en colère ou se moquent de gens comme Michael Jackson. Néanmoins, beaucoup aimeraient être noirs à la peau un peu plus blanche. Maintenant qu'on a vu ce qu'était le colorisme et qu'on maîtrise à peu près ça, on va s'intéresser plus spécialement à ce qu'est le racisme aujourd'hui en France. Les enfants ont peur du noir. Cette peur s'amplifie avec l'âge. Vois-tu de quoi je te parle? As-tu capté le message? Tu es ce dont tu as peur, toi tu as peur. Il est important de commencer par préciser que le racisme n'a pas toujours existé, c'est une idéologie qui a été créée et qui a servi à justifier et le racisme et la colonisation. Aujourd'hui, quand on étudie les discours racistes, on distingue globalement deux grands types de discours. D'un côté, le racisme biologique, de l'autre, le racisme culturel. Le racisme biologique, c'est un racisme qui est en perte de vitesse depuis le milieu du siècle dernier. En fait, il a été quelque peu délégitimé par l'action des nazis, qui n'a pas vraiment joué en sa faveur, il faut le dire. C'est un racisme qui se base sous la naturalisation des différences entre les hommes, sous le concept de race hiérarchisée. On l'a retrouvé dans des théories comme la phrénologie, c'est-à-dire la mesure des formes et des tailles des crânes humains pour en dériver des conclusions sur leur intelligence et leur degré de développement, ou dans des théories un peu farfelues qui voulaient que les métis étaient stériles comme le petit de l'âne et du cheval. Ces théories biologiques sont donc depuis un certain temps supplantées par un racisme culturel. Ce racisme culturel, il essentialise non pas les différences entre les individus, mais celles entre les cultures, et il procède à un classement hiérarchique des cultures selon un axe de progrès, d'évolution. Selon lui, les cultures africaines seraient en retard et donneraient à voir l'homme tel qu'il était au premier temps de l'humanité, comme suspendu en dehors de l'histoire. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. L'auteur explique aussi qu'il y a globalement deux types de discours de stigmatisation du noir qui reviennent sans cesse. Le premier, c'est la réduction à l'enfant, et le deuxième, c'est la réduction au sauvage, à l'animal. Côté infantilisation, on est sur des registres du noir joyeux, du grand enfant, du bon sauvage. Vous voyez le tirailleur Banania ? Ben c'est ça. D'ailleurs, je résiste pas au plaisir de vous lire une petite citation sur ce thème. Vous allez voir, c'est assez édifiant. Alors, ils sont joyeux parce que les Africains sont joyeux par nature. Ils sont enthousiastes, ils ont le sourire, ils applaudissent, ils sont contents. Ils voient qu'il y a un monsieur qui passe, ça leur permet d'être sur le bord de la route. Ils sont contents, bien. À votre avis, c'est de qui ?
Qui? C'est Jacques Chirac. Et oui. Et de l'autre côté, on a le noir sauvage, réduit à l'animal. Donc c'est un noir dangereux, non civilisé, soumis à ses pulsions, hyper sexualisé. D'ailleurs là aussi, petite citation d'un président de la République, je sens que vous allez adorer. Je vous la fais. Dans ces pays-là, un génocide, c'est pas trop important. Déclaration faite par le président François Mitterrand à un de ses proches au cours de l'été 94 à propos du génocide des Tutsis au Rwanda. Champion. Ces discours passent souvent par le corps du noir, qui est décrit comme plus grand, plus fort, notamment via le sport, et donc plus violent et moins intelligent. Par exemple, les commentateurs sportifs, à propos des athlètes noirs, ont l'habitude de ne jamais mettre en avant leur concentration, leur entraînement, leur technique, mais de toujours insister sur leur puissance physique brute. Et maintenant, petit moment convergence des luttes / afroféminisme, puisque ces procédés de stigmatisation, on les retrouve aussi dans les discours sexistes. Par exemple, les femmes seraient peu développées intellectuellement, trop naïves et de nature beaucoup plus joyeuse que les hommes. Elles sont aussi renvoyées à l'animal, via notamment leur pulsion, leur trop grande émotivité, ces accès incontrôlables, et renvoyées à leur corps, via notamment les règles. Cependant, l'auteur explique que les Noirs peuvent choisir de se jouer de ces stéréotypes, de les reprendre à leur compte via un processus d'inversion des stigmates tel que défini par Erwin Goffman. Ils peuvent par exemple surjouer le nègre rigolo, bon vivant, chaleureux, un peu simple, ou à l'inverse, ils peuvent jouer au noir méchant, celui qui crache par terre dans le métro, qui regarde mal. En fait, ces deux comportements, pour différents qu'ils soient, sont tous les deux des systèmes de défense contre ces préjugés, ces stéréotypes et les discriminations qui vont avec. On se rapproche là de techniques, de pratiques qui ont été utilisées notamment par la communauté gay pour se protéger, par exemple en surjouant la folle. En fait, ces deux pratiques, le bon nègre ou le méchant noir, toutes les deux, pour différentes qu'elles soient, servent le même objectif, c'est de protéger l'individu contre les discriminations, les stéréotypes, les stigmates qu'il subit et lui permettre de conserver son individualité, son amour-propre et son estime de soi. Enfin, on va finir cette vidéo en parlant de la lutte contre le racisme et les discriminations en France. C'est dur mon négro, mais on bosse mon négro. Soit t'en fais 2 fois plus, soit t'as rien mon négro. Mais force mon négro et t'inquiète mon négro. Je ne sais pas communautaire, mais je t'aime mon négro. Quand on parle de racisme à un blanc, il va penser à de la violence, à des insultes. En revanche, quand on parle de racisme à un noir, il va penser à de la discrimination à l'embauche, au contrôle au faciès et au tutoiement et au temps méprisant des employés d'administration. Parce que c'est ces éléments-là qui leur font le plus de mal. Ça fait mal parce que c'est là qu'on a le moins d'armes intellectuelles pour se défendre. Autant si quelqu'un nous insulte, nous traite de sale noir, on peut se dire « c'est un con » et laisser passer. En revanche, quand on rate des emplois parce qu'on est noir, qu'on le sait et que ça se répète, et bien petit à petit, on se met à le prendre personnellement, à douter de soi et à se dire peut-être que je vaux pas cet emploi, peut-être que je suis pas à la hauteur. Pendant longtemps, l'État français a mis l'accent sur la lutte contre le racisme, c'est-à-dire le changement de mentalité des Blancs. C'est très noble, mais c'est très abstrait, c'est peu efficace et ça n'améliore pas vraiment la condition des Noirs en France. On est passé depuis quelques décennies à la lutte contre les discriminations, c'est-à-dire qu'on a abandonné la pédagogie pour le droit et qu'on essaye de résoudre directement des injustices concrètes. La discrimination est définie comme une disparité de traitement basée sur des critères illégitimes. Le problème, c'est que sur un choix, un poste, une action, c'est très difficile de définir si ce choix a été motivé par des critères légitimes ou illégitimes. Est-ce que c'est dû à la couleur de peau ou est-ce que c'est dû à tous les autres critères? Donc ce qui se passe, c'est que depuis 2000, on a inscrit dans la loi le principe de discrimination indirecte. La discrimination indirecte, ça ne concerne pas une personne qui aurait discriminé une fois, mais ça concerne une institution, une organisation dont le processus de fonctionnement conduit de fait à des discriminations qu'on peut observer à la sortie. Ça veut dire qu'on n'évalue plus les discriminations au cas par cas, même si c'est toujours possible, mais qu'on demande aussi aux entreprises d'effectuer une évaluation statistique et un monitoring de leur fonctionnement sur le long terme. Le problème, c'est qu'en France, cette observation statistique des discriminations ne peut pas être effectuée ni par les organisations de défense des droits, ni par les scientifiques, ni par l'État lui-même, parce qu'il y a un principe républicain d'aveuglement au particularisme.
Ce principe interdit de traiter différemment des personnes en fonction de leur particularisme individuel, donc la couleur de peau, la religion, l'ethnie, toutes ces choses-là. Le problème, c'est qu'il interdit aussi de faire des études statistiques en classant les gens selon leur couleur de peau, selon leur ethnie, selon leur religion. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire en France d'études scientifiques qui quantifieraient d'un côté les discriminations subies tout en les reliant à la couleur de peau, la religion, l'ethnie des personnes, puisqu'on ne peut pas demander ces caractéristiques aux gens. En fait, parce que durant la Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy avait fait des choses pas très propres, des petites listes de juifs, de gays, de gitans. Donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans le processus de libération et de glorification de la France, on a passé des lois qui interdisent formellement de faire des listes de juifs, de noirs, et de classer les gens selon ces critères. L'auteur, qui est un scientifique, un chercheur, propose une solution soutenue par la communauté scientifique qui permettrait à la fois de faire avancer la science et de pouvoir évaluer les discriminations subies par les différentes catégories de personnes tout en protégeant celles-ci et en évitant les dérives possibles dues aux listes. Cette solution se base sur 3 principes. Le premier de ces principes, c'est l'autodéclaration, c'est-à-dire que c'est pas la personne qui pose les questions qui va dire à la personne si elle est noire, si elle est asiatique, si elle est juive ou musulmane. C'est la personne qui est interrogée qui va elle-même se définir. Elle va définir son ethnie, sa couleur de peau, sa religion, comme bon lui semble. Et ensuite, les chercheurs vont prendre toutes ces données, les passer à la moulinette et faire leur propre catégorie statistique comme ils le souhaitent. Le deuxième principe, c'est la réponse facultative. C'est-à-dire que si une personne ne veut pas déclarer d'ethnie ou de couleur de peau, elle peut ne pas le faire et le chercheur va pas cocher derrière son dos « en fait t'es noir ». Le troisième principe, c'est le traitement anonyme des données, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom et prénom associés à toutes les caractéristiques de la personne. Ça différencie des fichiers et ça permet d'éviter tout un tas de dérives totalitaristes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, en tout cas pour les courageux qui sont restés jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, n'hésite pas non plus à commenter. Passe une bonne journée.